Je vous présente pour mon 4e épisode des Entrepreneurs du Québec, Naktar Mbaye. Naktar est un passionné de l'immobilier et surtout du flip. Après avoir réussi plusieurs transactions avec les flips, il choisit maintenant de redonner aux autres en remplissant des salles de conférences pour partager ses connaissances avec les gens qui souhaitent investir en immobilier. Dans cette entrevue, je plonge avec mon invité dans le monde du flip immobilier et discutons des meilleures stratégies pour réussir dans ce domaine. What's up? Bon, Je suis malade, man. On je pense que tu me dis. Il est malade en vrai. Very sick, man. Yeah. So, yeah, bienvenue dans mon projet. So, on s'en parle depuis un certain temps. So, laisse-moi faire un petit tour, man. Let's go, man. Alright. T'as une belle place ici. So, comme tu peux voir, honnêtement, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a voulu aller chercher un concept à air ouvert. Okay. Comme tu peux savoir, c'est vraiment ce qui est à la mode maintenant. Puis ici, c'était une maison de 1915. You know? So, c'était pas un concept ouvert. Là. Où est-ce qu'on est en ce moment, c'était les chambres. Où est-ce que tu te tiens en ce moment, c'était les toilettes. Puis tu allais le salon où là complètement. Donc nous, on a vraiment ouvert le tout. Comme tu peux voir, on a mis un beam à travers la maison au complet parce que pour soutenir la maison, puis aller chercher ce concept ouvert qui est vraiment attrayant pour les acheteurs de maintenant. Là. Nice. Yeah. T'as-tu une photo avant qu'on peut montrer aux gens? Oui, regardez avant à quoi ça ressemblait. Donc ici, on est à l'étage, puis je te dirais qu'on a 3 chambres. Donc c'était quelque chose qui était vraiment recherché. Le plus de chambres qui étaient à l'étage, le mieux c'est. Donc on a une très grande chambre des maîtres, on a une très bonne 2e chambre. Puis je dirais que la 3e chambre, c'est un petit bureau. On va le brand comme un bureau, mais quand même tiny. Mais le fait d'avoir 3 pièces fermées à l'étage, c'est un avantage. Puis une autre pièce dans laquelle on a investi beaucoup, c'est la salle de bain. Parce que ceux qui sont en construction de salles, ce qui vend une maison, c'est les salles de bain et les toilettes. Ah! Salle de bain et les cuisines. Bien connaître l'immobilier, le flip plutôt. Pourquoi le flip et non le multilogement? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire aussi dans le multilogement. Non, mais en fait, c'était pas vraiment une question d'argent, c'est plus une question de process, dans le sens où quand tu te lances en immobilier, c'est quoi ton plan? Moi, mon plan, c'est d'éventuellement investir dans le multilogement, oui, mais l'objectif, c'est d'avoir de la grosse liquidité, dans le sens où pour investir dans le multilogement, on parle des mises de fonds de 25%. Donc, si tu veux acheter un immeuble à 1 million et tu as besoin de mettre 20-25% de mise de fonds, ça te prend beaucoup de liquidité. Donc, l'objectif, c'est de flipper, okay? Aller chercher beaucoup de liquidité pour ensuite rentrer dans le game du multilogement, mais dans le multilogement lourd. Je ne vais pas démarrer avec des triplex, des quadruplex, des simplex. Non, je vais aller un peu plus loin. Parce que, tu vois, en fait, les gens vont le comprendre, c'est que plus tu as d'unités, plus c'est rentable. Tu me suis? Donc, c'est beaucoup plus long à aller chercher de la rentabilité avec un triplex que si tu as un 12plex. Tu me suis? C'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment en fonction des calculs que j'ai fait, puis c'est en fonction de l'objectif que j'avais, moi et mon partenaire. Donc, c'est parfait ça. Tu vas chercher plus de liquidité plus rapidement. Exactement, pour investir dans le multilogement le plus rapidement possible. N'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. C'est quoi le... Trust the process. Trust the process. C'est important, mais c'est... Ça fait partie du home staging. Yeah. Dis-moi, Mac, tu sais, tu as beaucoup de succès avec tes conférences, avec les flips, tes projets flip et tout ça. Et tu sais, on commence toujours quelque part. Et si je te connaissais au secondaire et je devais deviner quel type de personne tu étais, ce serait quoi, Mac, au secondaire? Ce serait qui?
J'étais quand même... J'étais une personne, j'aimais rire, j'aimais faire rire les gens aussi. Euh, Dans le temps aussi, je faisais de la musique. So, j'étais quand même une personne qui aimait être sur le stage, qui aimait tu sais, créer des moments, créer des trucs. Je me rappelle, on avait fait, moi et un de mes amis, Yannick, on avait fait un show de musique. Puis je me rappelle, je pense, presque toute l'école était venue, puis c'était plein, puis j'ai dit waouh. Donc vraiment, j'ai toujours été comme une personne comme ça, une personne qui aime le entertainment, qui aime discuter avec les gens, partager, faire rire. Ça, c'était moi à ce moment-là, puis je le suis encore. Ouais. Est-ce que tu étais ambitieux aussi? Toujours. Toujours? Toujours. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit comme, t'as quel âge? T'as l'air d'être vieux, tu penses comme un vieux, t'agis comme un vieux. C'est des commentaires que j'ai toujours eu toute ma vie. Puis, je regrette pas d'avoir eu ce type de commentaires-là, mais c'était dans ma tête, c'était toujours how can I get better? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire? Ça a toujours été ça. Tu me fais penser à moi, man. C'est pour ça que je me suis dit, lui, j'aimerais ça l'interviewer. Parce qu'il y a des gens qui pensent pareil. Si tu veux t'entourer de ce mot-là. Exactement. Yeah. Puis, pour quelqu'un qui s'intéresse au flip, quel conseil tu donnerais? Quelqu'un qui veut commencer. C'est de t'assurer de t'éduquer, parce qu'il y a beaucoup de réglementations. C'est de t'assurer de t'éduquer, c'est de t'assurer d'être passionné, parce que it's tough. Like, c'est tough, et si tu n'es pas passionné, tu vas give up. Ça, c'est sûr et certain. Il faut être patient, parce que trouver une opportunité d'une propriété que tu vas payer, voire 30-40% en bas du marché, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut que tu sois patient, il faut que tu aies un bon sens de l'analyse et que tu aies aussi un sens de courage, si je peux me permettre, parce que d'aller voir des personnes qui sont soit en difficulté ou peu importe pour leur dire que tu vas acheter la maison, ça prend un certain courage. Ça prend aussi une certaine façon de faire. Tu ne peux pas approcher n'importe qui pour leur dire écoute, je vais acheter ta maison. Donc, il faut que tu aies une certaine minutie et une méthode de travail. Donc, c'est d'avoir une bonne méthode de travail, être bien éduqué. Puis après ça, c'est juste d'avoir du courage. Et est-ce que toi, tu fais les rénovations avec les gars? Ou c'est juste trouver le flip et tu coordonnes un peu? Moi, je suis en partenariat avec mon partenaire dans le sens où on a la compagnie ensemble. Lui, il est entrepreneur en construction. Okay. Puis moi, mon travail dans notre partenariat, c'est de trouver des opportunités, de négocier les opportunités, puis de gérer aussi un petit peu ce qui est des paiements, les choses comme ça. Lui, il est entrepreneur, donc lui, une fois que la propriété est achetée, il vient, il fait les travaux, il travaille avec les sous-traitants avec lesquels il est habitué de travailler. Puis c'est vraiment de cette façon-là. Puis lorsqu'on est à veille, à la fin d'un projet, moi, je me relance. Là, je commence à continuer à... Je commence justement à continuer... Je commence à fouiner pour trouver, dénicher d'autres opportunités. Puis c'est vraiment comme ça notre partenariat. Donc, quelqu'un comme moi, qui aime pas être sur le terrain... tu aimes pas être sur le terrain? J'aime pas être sur le terrain. Ah ouais? Non, moi, ma profession, c'est un courtier hypothécaire. Je suis dans le bureau, je négocie les deals. J'aime les chiffres, j'aime le flip aussi, mais être sur le terrain, regarde, j'aime le progrès, mais être sur le terrain en train de frapper les murs et casser les murs, tout ça, j'aime pas ça. Non, c'est sûr. Mais moi non plus, je le fais pas dans le sens où je fais pas de rénovation. D'ailleurs, j'ai essayé une fois de faire une rénovation, la toilette de mes parents, puis ouf, là, c'était un désastre total. Mais non, je fais pas de rénovation moi non plus, mais quand même, je suis sur le terrain dans le sens où je visite des maisons, je rencontre les personnes, je négocie, puis j'interagis avec les sous-traitants de temps à autre aussi. Ah oui, ça c'est sûr que j'aime ça. J'aime cette partie, mais faire des rénovations, j'oublie ça. Alors, c'est de te mettre en partenariat avec un entrepreneur. Alors, quelqu'un qui aime pas comme moi, être sur le terrain en train de faire des rénovations, on a des espoirs que on peut trouver un partenaire pour faire ces choses-là. Ben, je le conseille même fortement parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour faire du flip immobilier ici au Québec, il faut que le partenaire qui est avec toi doit avoir une licence RBQ et il doit détenir minimum 50% de la compagnie. Donc si techniquement tu n'as pas de partenaire qui détient une licence, tu ne peux pas faire du flip immobilier. C'est intéressant à savoir. Ouais. Pour faire du flip, est-ce que tu as besoin d'une somme d'argent? À la base, pour faire du flip immobilier, je pense qu'un minimum que ça prend, c'est 80 000. Je vais vous expliquer pourquoi 80 000. C'est que quand tu commences dans le flip immobilier, ce que tu veux, c'est trouver des propriétés qui se trouvent dans la fourchette où il y a le plus d'acheteurs.
Donc, on parle des propriétés se situant entre 200 voire 350 000. Donc, si, exemple, tu vises une propriété que tu peux acheter 200 et puis tu peux revendre 300 voire 350 000, minimum, qu'est-ce que ça va prendre en tant qu'investissement? À la base, c'est une mise de fonds de 20 %. Donc, 20 %, on parle déjà de 40 000. Donc, après ça, si on parle, par exemple, de rénovation, voire 25 000 de réno, là, déjà, on est déjà rendu à 65 000. Donc là, l'autre 15 000, c'est pour les frais de détention, les frais de clôture et ainsi de suite, tous les autres frais qu'il peut y avoir. Donc, je pense que ça prend un minimum d'environ 80 000 pour débuter en flip immobilier. C'est intéressant. Moi, je suis un courtier hypothécaire spécialisé en prêt privé. J'en fais beaucoup de flips. Je finance beaucoup de flips. Et toi, c'est 80 000. Moi, je demande minimum 100 000 de profit. La raison pourquoi je demande 100 000 de profit, c'est parce qu'il y a toujours des dépassements de coûts dans un flip. On ne peut jamais prévoir tout. Des fois, ça ne marche pas comme tu veux. Dépassement de coûts, le courtier immobilier, la commission pour le courtier immobilier, minimum 4 à 5 %. Gain en capital. Alors finalement, ton 100 000, elle est à peut-être 60 000, 70 000, 50 000 après avoir payé tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre en considération, lorsqu'on parle de chiffres, tu sais, le flip, c'est du chiffre totalement. Donc, c'est important de faire tes calculs. Puis tous ces frais-là, quand tu embarques dans un projet, tu dois les connaître. Quand tu présentes à un prêteur ou peu importe, tu dois connaître aussi ces frais-là. Tu dois le savoir. Donc, je comprends, mais moi, c'était plus dans le sens où si tu veux démarrer, c'est ce que ça prend, là, 80 000. Donc, vous, c'est 100 000 que la personne fait de profit. Exactement. Okay. Pour utiliser un prêteur privé, Okay. si tu n'as pas de prêteur privé, c'est tes propres fonds, c'est sûr que 20-30 000 de profit, si tu es bien avec ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que si tu utilises un prêteur privé, ça coûte des frais. Ça coûte des frais donc, pour payer les frais de dossier, les intérêts 10 à 12-15 %. Donc tout ça, ça représente des grosses sommes d'argent. Donc si tu fais juste 20-30 000, c'est pas assez. Tu vas te perdre dans le projet. Ouais, effectivement. Yes. Mais là, tu me dis 80 000, mais un gars qui est jeune, qui aime vraiment les flips, il assiste à tes conférences et il veut commencer, sauf qu'il n'y a pas un sou. Là. Il est au collège ou à l'université, il n'y a pas un sou. Est-ce qu'il y a une façon de débuter? Moi, c'est comme ça que j'ai débuté, c'est avec le partenariat. Parle-moi un peu de ça, qu'est-ce que c'est le partenariat? Dans le sens où, en fait, moi, je voulais faire du flip immobilier, puis comme je t'ai dit, ça prend un minimum de 80 000. Donc, moi, j'ai une compagnie d'estimation en construction aussi. Puis, j'avais un de mes clients, c'est un bon client à moi depuis un bon 4-5 ans. Donc, qui est d'ailleurs jusqu'à présent mon client. Mais c'est aussi maintenant mon partenaire dans ma nouvelle compagnie de flip. Dans la compagnie que j'ai de flip. Donc, moi, lorsque j'ai voulu démarrer dans le flip, je suis allé m'éduquer tout d'abord. Je suis allé vraiment prendre toutes les informations que je pouvais avoir pour m'assurer de bien comprendre comment ça se passe. Par la suite, j'ai monté un PowerPoint. Je suis allé le voir lui. Je lui ai expliqué l'opportunité. J'ai dit, écoute, on pourrait faire ta. Et puis, lorsqu'il avait des interrogations, j'avais réponse. Donc, ce que ça a fait en sorte, c'est qu'il avait confiance de s'embarquer avec moi dans un tel projet. Puis, c'est pour ça que je dis que c'est le partenariat. Donc, une personne qui a ce type de liquidité-là, qui dort, qui n'en a pas nécessairement besoin, peu importe, souvent ces personnes-là n'ont pas le temps de chercher des propriétés, ils n'ont pas le temps de négocier ou peu importe. Alors que, au contraire, une personne justement qui est au collège ou whatever, que lui est expert là-dedans, mais lui, il a le temps de fouiner, de chercher, de négocier. Donc, c'est un bon partenariat, le fait de vous associer ensemble. Bien sûr, tu as le temps, lui a l'argent. Exactement. Ça fait que tu amènes une opportunité. Donc, si tu as le temps, tu peux aller chercher les opportunités. Et parlant d'opportunités, quelles sont les façons d'aller chercher des opportunités, des deals pour flipper? Ça dépend, même. C'est d'être actif sur les réseaux sociaux. Quand tu es investisseur immobilier, tu dois dire à tout le monde que tu es investisseur immobilier. Donc, les gens, lorsqu'ils ont des opportunités, ils vont te contacter. C'est d'avoir justement de connaître des courtiers. C'est de regarder aussi, d'être quand même actif dans le sens où d'être curieux. Exemple, tu passes devant une maison, tu vois que le gazon il est 6 pieds de haut, que tu vois que la maison est plus ou moins entretenue. Pourquoi ne pas aller cogner puis poser la question à savoir, est-ce que vous cherchez à vendre? Tu comprends? Donc en même temps, il faut que tu crées tes opportunités. Donc c'est vraiment d'être curieux puis de rester à l'affût du marché, beaucoup. Mettons que tu vois une propriété, tu frappes à la porte, tu parles avec le propriétaire, mais un flip, il faut acheter pas cher pour faire un profit. Et là, comment tu fais pour négocier? Puis, est-ce qu'il y a un truc, il y a des façons de le faire, par exemple?
Ben, à la base, c'est de connaître, quand même de bien connaître la construction. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une propriété, tu es capable à l'œil nu de calculer déjà là à peu près combien ça va te coûter en rénovation. Okay? Donc tu regardes le tout, tu te dis ok c'est bon, je vois que la cuisine va devoir être faite, boum, tu penses à un prix, salle de bain, et ainsi de suite. Donc en faisant le tour de la propriété, tu es capable de quand même savoir combien il y aurait de rénovations à mettre dans la propriété. C'est sûr que tu ne peux jamais le savoir tant par exemple que ton inspecteur n'est pas venu ou peu importe à 100%, mais tu es capable de te donner une bonne idée. Puis au pire tu fais l'offre, puis par la suite si tu découvres autre chose qui n'était pas prévu dans tes calculs ou peu importe, soit tu renégocies, soit tu te retires de l'offre, tu me suis, après l'inspection. Donc je pense que au moins d'avoir une bonne base en construction, avoir une bonne base de connaître le marché. Exemple, moi je suis dans le marché de Laval, par exemple, mais je veux connaître le marché de Laval. Je veux savoir, ok, je vais aller voir telle maison, mais je sais que dans ce quartier-là, les maisons se vendent, rénovées, voire 400 000. Donc moi je vais essayer de calculer, ok, il va y avoir tel frais, tel frais, tel frais, en plus de mes rénovations, en plus de ci, donc moi, il faudrait que je paye ma propriété tant. Tu me suis? Donc c'est vraiment comme ça. Est-ce que tu trouves que le registre foncier, ça peut être une bonne place pour aller chercher des deals? Ça peut être une bonne place, le registre foncier, dans le sens où c'est sûr que c'est archaïque. Le registre foncier, c'est un vieux site. Mais maintenant, il y a des plateformes là, qui te permettent d'aller voir un peu, dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils répertorient l'information du registre foncier, donc, tel que JLR, mon prospecteur, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est sûr que ça peut aider. Là. Okay. Mais il faut quand même savoir que il y en a beaucoup des investisseurs, donc il faut que tu te lèves tôt. Il faut que tu sois, comme pardonnez-moi l'expression, un hustler, parce que c'est pas parce que tu as accès à cette information-là que tu vas dénicher un deal. Like, you need to work. Tu as besoin de travailler et d'être tenace. Faut que tu aies des connaissances. Oui. Et si tu ne peux pas arriver là, frapper à la porte et se dire, monsieur, j'achète ta maison et voici pourquoi j'achète à tel prix, il faut que tu donnes des raisons. Exactement. C'est important, donc, dans la succession. Donc tu parlais de, je pense qu'à un moment donné, tu parlais de succession, que tu aimes ça frapper aux portes à du monde qui passe par la succession. Alors, pourquoi ce marché exactement? Ben, moi, personnellement, c'est que je veux dire, lors d'une succession, ce qui arrive, c'est que la personne, souvent, va hériter d'une maison. Peut-être que la personne a déjà une maison, puis elle va hériter d'une maison. Donc, lorsqu'elle décide de revendre la maison, c'est 100% du profit. Si, exemple, c'est éclairé d'hypothèque ou peu importe. Donc, je pense que la négociation à ce niveau-là est beaucoup plus simple, mais ça, c'est à mon niveau. Donc, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup l'emphase sur les successions. Il y en a qui aiment, il y a d'autres facteurs aussi, d'autres facteurs. D'autres opportunités, par exemple, les avis de 60 jours, hypothèque légale. Donc, est-ce que tu aimes, tu regardes aussi de ce côté-là? Oui, je regarde, c'est sûr et certain. Un deal, c'est un deal, mais si on parle avec quoi je suis le plus à l'aise, je te dirais que j'irai avec les successions. Okay. Tu regardes dans JLR ou mon prospecteur? Ça peut être JLR, mon prospecteur. Je te dirais que beaucoup aussi maintenant, c'est des opportunités qui viennent à moi aussi, que tu regardes. Puis c'est pour ça l'importance de t'afficher, de dire que je suis investisseur immobilier. Donc les personnes ils vont penser à toi lorsqu'ils ont des opportunités. Tu sais, dans le marché aux États-Unis, il y a certains types de personnes qui se nomment comme des wholesalers. Donc ce qu'ils font, c'est trouver une propriété, vendre aux investisseurs. Est-ce qu'au Québec, est-ce que c'est possible de faire ça? Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire ça au Québec. Puis d'ailleurs, quand justement tu démarres, si exemple tu n'as pas de partenaire ou peu importe, ça peut être une autre belle façon de faire des bons montants d'argent avec l'immobilier, voir si tu vends ton offre d'achat à 5 000, 10 000, peu importe. Je veux dire, tu as mis du temps, tu as travaillé fort, puis ce que tu fais par la suite, c'est que tu vends l'offre d'achat, donc c'est un bon montant. Puis un investisseur que lui a les moyens de l'acheter va finaliser le projet, mais toi, tu as réussi à faire un montant dessus. Donc, pour les gens qui commencent le flip immobilier, ça peut être une bonne opportunité pour vous si vous avez le temps. Aller faire des recherches, regarder des opportunités, puis faire des offres d'achat. Et par la suite, s'il y a vraiment un deal, mais vendre cette offre d'achat à des investisseurs, ça peut être une excellente idée, une excellente façon de démarrer dans l'immobilier. Exact. Dis-moi, quand tu commences en flip immobilier, il faut que tu t'entoures de personnes. Justement, tu as un partenaire d'affaires qui fait la rénovation. Quel type de professionnel tu as besoin exactement pour commencer à faire ça?
Tu as quand même besoin de plusieurs types de professionnels, je te dirais, mais c'est sûr, exemple, un courtier immobilier, c'est à prendre en considération, un inspecteur en bâtiment, un évaluateur agréé aussi, ça peut être très intéressant, un entrepreneur en construction, un avocat, un comptable, et ainsi de suite. Je pourrais continuer, mais c'est vraiment important de faire affaire avec des professionnels qui sont spécialisés dans chacun des domaines. Parce que ce que je peux partager avec les gens, c'est qu'en faisant du flip, des fois, tu n'as pas le temps de penser à tous les petits détails. Je donne un exemple, moi je fais affaire avec une designer qui s'occupe des plans et ainsi de suite. Il y a plein de petits détails auxquels moi je ne passerai pas. Là. Comme par exemple, la couleur du plancher qui va fitter avec telle affaire, les bouts d'armoire, les poignées, tous ces trucs-là, moi, c'est pas des trucs auxquels je réfléchis parce que tu n'as pas le temps. Je veux dire, tu es en go, puis tu veux les sortir le plus rapidement possible. Donc, Arrête. that was weird, man. Si tu devais donner 4 professionnels plus importants que tu dois avoir. Maintenant que quelqu'un qui commence, il n'y a pas le temps de tout assembler. 4 professionnels, ça serait qui? Les 4 plus importants, selon moi, entrepreneur en construction, inspecteur en bâtiment, designer, puis le 4e, ce serait un avocat. Ok. Un avocat? Ouais. Pourquoi un avocat? Parce que c'est une structure légale en compagnie et ainsi de suite. Donc, tu veux t'assurer d'avoir la bonne structure légale pour être légal pour faire tes projets de flip. Pour toi, quels sont les critères pour que ça soit un bon flip? Qu'après 6 mois, tu fasses minimum 25 000. 6 mois, minimum 25 000. Après 6 mois, tu fasses minimum 25 000 de profit. Si c'est moins que ça, c'est intéressant. Si c'est moins que ça, c'est qu'il faut que tu calcules quand même le temps que tu y mets, peu importe. Donc, pour moi, je pense qu'après 6 mois, c'est minimum 25 000. Maintenant, ma question aussi, bon, j'aime beaucoup ta réponse, mais si je devais reposer la question, ce serait quoi les critères pour que tu dis que cette propriété, c'est la bonne? Qu'elles sont dans une bonne localisation, que tu vois que c'est essentiellement la plus laide propriété sur la rue et que tu vois le reste des comparables qui sont quand même assez attrayants. Donc c'est là que tu vois que tu as une opportunité de pouvoir la ramener à niveau. Et le fait de la ramener à niveau, c'est là où est-ce que tu vas être capable de faire du profit. Ok. Tu parlais de courtier immobilier tantôt, dans les professionnels que tu dois avoir. Oui. L'importance d'un courtier immobilier pour toi, c'est quoi l'importance? Mais à la base, un courtier immobilier, c'est un professionnel, donc il doit connaître le marché. Donc, tu sais, moi, il y a certains projets dans lesquels je suis sorti un petit peu de ma zone, dans le sens où, exemple, moi, j'habite à Laval, mais j'ai eu un projet à l'île des Sœurs, j'ai eu un projet ici en Antique, ou peu importe. Donc, c'est important d'avoir un courtier immobilier qui a quand même une très bonne connaissance du marché. Donc, ça, tu es capable de pouvoir, justement, te fier sur lui. Donc, moi, je pense que c'est vraiment à ça que ça sert. À la revente, tu as vraiment besoin d'un bon courtier qui connaît son marché et qui peut te conseiller, même pendant les rénovations. Je veux dire, moi, mon courtier, il venait pendant les rénovations, puis c'est lui qui nous a fortement suggéré de mettre 3 chambres en haut. Parce qu'il disait, écoute, c'est vraiment important, moi, d'avoir un 3 chambres, et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'importance d'avoir un bon courtier. Je pense que les courtiers immobiliers qui regardent, ils vont t'aimer. Alors, tu ne vendrais pas sur du proprio, toi? Mais ça pourrait arriver. Je veux dire, si, exemple, c'est un secteur que je suis vraiment confiant, puis que, exemple, j'ai pas 1 million d'autres projets ou 1 million d'autres choses à faire, je pourrais m'essayer, mais c'est juste que, exemple, moi, si je mets un projet en vente, mais je suis déjà en train d'en chercher un autre, je suis déjà dans d'autres affaires, donc j'ai pas nécessairement le temps de m'en occuper. Tu me suis? Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de faire affaire. Tu délègues à un professionnel. Exactement, un professionnel qui sait quoi, qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Parlant de courtier immobilier encore, est-ce que tu penses qu'il y a des deals qui se trouvent sur Centris? As-tu déjà trouvé des deals sur Centris? Personnellement, non. Mais moi j'ai un bon ami à moi qui a trouvé un deal sur Centris, qui a réussi à faire un profit. C'est sûr que c'est beaucoup plus rare, mais il y en a. Moi, je sens que s'il y a un deal sur Centris, il ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps. Mais aussi, si je suis un courtier immobilier, puis le client il veut vendre ça 100 000 moins cher, comment il veut l'acheter? Mais voilà, tu me suis. Ça se peut, peut-être qu'il y a des courtiers qui ne sont pas intéressés à ça, mais effectivement, je veux dire, tu vois une opportunité, soit tu vas contacter tes clients, tu sais qui j'ai pas l'argent, c'est sûr que j'ai trop de monde pour l'acheter. Exactement. Donc c'est pour ça que Centris, en général, tu sais qu'il y a quand même, je pense, plus de 14 000 courtiers ici au Québec. Je pense qu'il y a 18 000. 18 000, bon, tu vois, ça augmente, donc il y en a énormément. Puis c'est sûr et certain que si tu mets un deal, sachant qu'eux, ils connaissent le marché, ça va pas rester longtemps sur Centris. C'est sûr. Tu me suis?
c'est pas comme la même chose que quand tu travailles un deal, un travail qui n'est pas sur le marché, que toi et l'exemple, la vendeuse ou le vendeur, vous avez une relation, vous êtes en train de négocier le tout. Je pense que c'est différent qu'un deal sur Centris. Alors, il y en a, c'est juste que c'est un peu plus rare, j'imagine. Oui, tout à fait. Ou ça reste pas très longtemps. Exactement. Je sais que tu utilises des prêteurs privés. J'aime cette partie parce que c'est un peu ce que je fais tous les jours. Alors, tu utilises beaucoup les prêteurs privés. Dis-moi, pourquoi tu utilises un prêteur privé? J'ai commencé oui, j'utilise en partie les prêteurs privés. Pourquoi? C'est que l'objectif, là, c'est de pouvoir mettre, l'exemple, le moins de liquidité possible. Pour exemple, moi, je parle d'une erreur que j'ai faite. Une fois, j'ai payé un projet cash, complètement cash. Puis ensuite, on avait une opportunité qui s'était présentée à nous. On n'avait pas les moyens de pouvoir l'acheter parce qu'on avait tout mis dans cette propriété-là. Puis on avait en plus le montant d'argent pour les rénovations. Donc c'est là où la première fois que j'ai fait affaire avec un prêteur privé où j'ai dit, tu sais quoi, je vais le mettre en prêt privé dans le sens où il va aller chercher une hypothèque dessus. Moi, je vais récupérer cet argent-là puis je vais pouvoir acheter mon autre deal. Tu me suis? Donc, je pense que c'est là où est-ce que ça peut être intéressant, c'est pour essayer de créer une sorte d'effet de levier, si on veut, dans le sens que toi, ta liquidité, tu la gardes pour essayer d'aller chercher d'autres opportunités. Je dis tout le temps à mes clients, c'est pas combien que ça te coûte, c'est combien que ça te rapporte. Exactement, c'est là où ça fait du sens. Souvent, les prêteurs privés, on a peur, oh my god, c'est qui ces personnes? Il y en a beaucoup qui ont peur des prêteurs privés. Ouais, je pense que c'est des mafiosos. Exactement, c'est ça. Mais il y a aussi des bons prêteurs privés qui ont les bonnes intentions, ils sont là pour aider les clients. En retour, ils ont des rendements. C'est sûr que c'est des gros taux d'intérêt, mais la question est toujours, est-ce que ça coûte plus cher de faire le prêt ou ça coûte plus cher de ne pas faire ce prêt? Exactement. Puis je pense que si tu es capable de calculer le tout, comme encore une fois je dis, c'est une question de chiffre, tu as du 12-13% sur 5 mois, le calcul se fait quand même assez bien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terme annualisé, ce n'est pas 12-13% par mois. Donc, ça peut être intéressant si tu fais bien tes calculs puis que tu prends en considération toutes les charges qui peuvent être reliées à ton projet. C'est la raison pourquoi j'ai dit tout le temps pour avoir un minimum de 100 000 de profit. Quand tu déduis le tout, tu sors gagnant quand même. Max, si tu avais le choix d'utiliser un prêteur privé ou un investisseur, ça serait qui? Ça dépend. Genre, il y a certaines opportunités où c'est plus intéressant d'utiliser un prêteur parce que lui, il va te prêter un montant, tu lui rembourses, exemple, les trucs, les montants mensuels, puis après ça, il n'y a aucun rapport à ton profit. Tu me suis? Ou sinon, des fois, tu peux le rentrer en partenaire si c'est un énorme projet, puis tu sais que les taux sont énormes. Puis tu penses que ça peut être intéressant qu'il embarque avec toi, puis exemple, peut-être qu'il n'y aura juste pas de taux d'intérêt parce qu'il va rentrer avec toi en tant que partenaire. Donc, ça dépend de chaque opportunité. Honnêtement, ça dépend de chaque opportunité. Ouais, ça dépend de chaque opportunité. Moi, j'ai cette philosophie que je trouve qu'un prêteur privé, ça coûte moins cher qu'un partenaire d'affaires. Dans des plus petits prêts, par exemple, c'est sûr que si tu as besoin d'un million, 15% d'un million, c'est très cher. Et tu n'as pas les moyens de le payer mensuellement le temps que tu finis le projet et tu le revends, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un investisseur. Exact. Mais si tu as la mise de fonds, tu as l'argent pour les frais, tu as l'argent pour les rénovations et le restant tu finances, même si le taux d'intérêt est assez élevé, 12-15 avec les frais, ça coûte moins cher qu'un investisseur que lui, il va ramasser 50% de ton profit. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Encore une fois, comme tu le dis, ça dépend du projet. Mais oui, c'est les bons points que tu amènes, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Max, tu sais quoi? J'aimerais ça que tu décortiques un projet en chiffres pour les gens qui sont intéressés à faire du flip. Puis je pense que c'est le projet ici, c'est le parfait exemple. Donc, décortique-moi un peu en chiffres. Le prix d'achat, les prix de rénovation, le prêteur privé, combien ça a coûté, le profit que tu vas faire. Excellent. C'est sûr que je ne peux pas y aller avec précision à 100%, sachant que c'était quand même un gros projet. Mais tu vois, ça c'est un projet à la base que j'avais closé à 575 000, sachant que j'allais le négocier. J'ai fini par payer le projet 400 000. Tu as négocié de 575 000? De 175 000, oui. Ah, 400 000. Ouais. On a beaucoup négocié. Attends un peu. Dis-moi comment tu as fait ça. C'est encore une fois de connaître, de connaître ton marché, de connaître un peu la construction, exemple, s'il y a des problèmes de structure, s'il y a ci, s'il y a ça. Donc, c'était vraiment... c'était très ardu. Je me rappelle encore, je pense qu'on a passé...
je pense que j'étais venu ici, je m'étais assis avec la madame, on était resté ici de 9h jusqu'à 15h qu'on négociait, puis on avait déjà négocié auparavant, mais je suis ressorti de là, j'étais fier, on avait signé, on s'était entendu, puis, mais la propriété avait énormément de problèmes, donc c'était justifié, dans le sens où c'était pas un tour de passe-passe, c'est que je justifiais la baisse, Bien sûr. la baisse par des faits. Donc, on a réussi à le payer pour 400. Par la suite, on a investi pour plus ou moins 300 000. Plus ou moins 300 000. Puis, on 400 prévoit plus 300, 700. à peu près. Mais tu sais, il y a d'autres frais. Là, je ne peux pas rentrer exactement dans les détails parce que je ne les ai pas devant moi. Mais en tout et partout, on devrait ressortir de ce projet-là avec un profit dans les alentours de 100 000. Plus ou moins 100 000. Là. OK. 400 000, le prix d'achat. 300 000, les prix de réno. Plus ou moins dans 300 000, c'est pas grave. 300 000, 700 000. Là, tu m'as dit que tu as utilisé un prêteur privé. Oui. Le 300 000, c'est pour le prêteur privé? Oui, il y a une partie qui c'était pour le prêteur privé, il y a une partie qui c'était nous. Mais oui, il y a une bonne partie de ce projet-là, sachant qu'il était c'était le plus gros projet que j'ai fait, qu'on a utilisé un prêteur privé. Là. OK. Donc 700 000 et avec tous les frais, on arrive à 700 000. Ou en tout et partout, on devrait ressortir de là avec un 100 000. Là. Okay. Sans rentrer dans toutes les dépenses, là, on est dans ces alentours-là. Là. OK. Nice, nice. Wow. Ouais. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Ouais. Il faut qu'ils se vendent avant, là, avant de me féliciter. Bien sûr. Mais je trouve que c'est une très belle maison. Ouais, beau projet. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Si j'avais l'argent, je l'aurais acheté. Ah, let's go. Fais-moi une offre. 800 000. Nah, bro. Alright. J'ai essayé. Ça t'a permis. C'est ça l'objectif, c'est de s'assurer que tout le monde sort gagnant de la transaction. Puis, that's it. Et lui, il sent gagnant parce qu'il ne veut pas mettre tout l'argent pour rénover, prendre son temps pour le faire. Donc, il préfère débarrasser. Puis souvent, cette madame-là, elle avait une très petite hypothèque. La propriété, c'est quand même une propriété de 1915, elle était complètement libre d'hypothèque. Libre d'hypothèque. Donc, pour elle, là, c'est sortir les 400 000 dans ses poches. Mm-hmm. Alors, c'est ça que je pense qu'elle voyait dans tout ça. Ouais. Smart. Alors, je vais te poser des questions générales sur l'entrepreneurship. À la fin de la journée, toi et moi, on est des entrepreneurs. Alors, pour aider les gens, si tu devais nous donner 3 conseils pour devenir un entrepreneur, pour quelqu'un qui aspire à devenir un entrepreneur. Mais c'est d'être passionné, à la base, ça c'est le plus important. C'est d'être passionné dans le domaine dans lequel tu vas t'investir. C'est vraiment d'être passionné. Ensuite, c'est d'être éduqué sur ce même domaine, dans le sens où c'est sûr que la passion va un peu avec l'étude, mais des fois tu peux pousser un peu plus loin. Et c'est le fun, c'est d'avoir du fun. Il ne faut pas que tu te sentes travailler. C'est quelque chose que tu pourrais faire jour et nuit et que tu pourrais faire non-stop. Donc moi je pense que c'est vraiment avec ces 3 choses-là, you're good to go. Tu as vraiment raison. Moi, quand je rentre tous les jours le matin, ou je me réveille le matin, j'adore ce que je fais. Donc, pour moi, c'est même pas un travail. Mais voilà. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte de poser des deals, j'ai hâte d'aider les clients. T'as vraiment raison. Mais si tu devais, s'il y avait une chose que tu devais changer dans ton passé, ça serait quoi? Commencer plus tôt. Ok. J'aurais commencé plus tôt. J'ai acheté ma première maison à 22 ans. C'est quand même jeune. Oui, c'est quand même jeune, mais j'aurais pu commencer plus tôt. J'aurais pu commencer plus tôt, mais tu vois, des fois, c'est la peur de l'inconnu, parce qu'on parle de gros montants d'argent et ainsi de suite. Et finalement, tu te rends compte que l'argent, c'est simplement un outil. C'est comme un marteau ou un tournevis. Donc, tu veux faire des plus gros projets, tu as besoin des plus gros montants d'argent. Donc, une fois que tu as débloqué cette peur envers l'argent, puis que tu comprends que c'est simplement un outil, t'es vraiment bien. T'es vraiment bien pour expel, puis vraiment être à un autre niveau. Là. Mais mieux vaut tard que jamais. Exactement, mieux vaut tard que jamais, mais moi personnellement j'aurais commencé plus jeune. Avec toute ton expérience, ton vécu dans le flip immobilier, si je suivais tes méthodes, tes formules, est-ce que j'ai une chance de réussir? Oui, parce que en fait c'est les mêmes étapes. C'est les mêmes étapes dans le fond où justement, moi je fais des consultations avec les gens avec qui je partage justement mes 17 étapes que je fais pour comment j'approche un projet et ainsi de suite. Puis n'importe qui, si tu suis ces étapes-là, tu peux te lancer dans un flip. Je veux dire, tu peux te lancer dans un flip, tu peux te lancer dans une acquisition de plex, tu peux... c'est une question d'étapes, c'est aussi de mettre les émotions de côté et de comprendre que c'est de la business, puis que si les chiffres font du sens, go for it.
Go for it. Ok. De Kobe. Lui, Kobe, il voulait devenir le meilleur joueur du monde. Et il aspirait beaucoup de Michael Jordan. Et il a copié de Michael Jordan de comment il driblait à son defense, à son offense. À son fadeaway. Son fadeaway, donc il copiait tout ça, puis éventuellement, il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. True. Alors, c'est un peu... Il a suivi les mêmes étapes, donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Si tu rassures every day, tu te réveilles tôt le matin, puis tu rassures, tu vas en guerre. Exactement. C'est sûr que... Mais c'est encore une fois, voilà pourquoi il faut que ce soit une passion. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai un concept que je commençais à faire depuis le début. Question boule de feu, donc je réponds dans 1 minute, chacune des questions. La première, c'est your best quote in life. Il y a une citation qu'on aime. Come on, my man, you already know that. Trust the process. Trust the process. Let's go. Let's go. Et pourquoi tu aimes ce quote, évidemment? Parce que c'est un process. Everything in life, it's a process. Que tu sois un athlète professionnel, que tu sois un investisseur immobilier, que tu sois une personne qui est aux études, it's a process. C'est process. Et tu dois trust le process pour arriver à ton objectif final. J'adore ça. Pas le choix. J'adore ça. Ton meilleur outil Internet, tu sais, dans la vie, en plus, en 2020, on utilise beaucoup l'Internet, on utilise souvent nos téléphones. C'est quoi ton meilleur outil, meilleur app? C'est quoi meilleur app? Instagram. Instagram, I love the way. J'aime comment, exemple, tu peux faire des stories, tu peux partager qu'est-ce que tu fais dans ta journée, les publications. Vraiment, moi, Instagram, c'est mon app préféré. Bien sûr, ensuite, tu as YouTube aussi que j'aime beaucoup. Justement, j'ai un YouTube channel, Le Mac Immobilier. Suivez-le. Yes. Instagram et YouTube. Nice. J'aime beaucoup Instagram aussi. Et je trouve que tu m'as dit tantôt que Instagram c'était ton outil de marketing également. Oui, dans un sens, où justement tu me posais la question pour mes conférences, c'était quoi mon marketing que je faisais. Ben, c'est vraiment de publier dans mes réseaux sociaux, puis du bouche à oreille, puis c'est ça. Là on est hors contexte, là, de question boule de feu, c'est plus qu'une minute. En parlant des conférences, pour les gens qui ne savent pas, lui, il organise des conférences Imo Bros. La dernière fois, tu as organisé tu avais rempli quoi, 300 personnes? On était à peu près plus ou moins 200 personnes, mais l'objectif au début, c'était 100 personnes, dans le sens où c'était mon premier. J'étais comme, bon, laisse-moi tâter le terrain, puis quand j'ai vu que j'ai double sold out, j'étais vraiment abasourdi, puis j'ai compris qu'il y a une demande, une forte demande, et je suis prêt à répondre à cette demande-là, à donner du contenu et rester là. Ouais. Honnêtement, man, c'est props to that. Merci. J'ai été à ta première et c'était vraiment bon. Merci beaucoup. J'ai assisté à plein de conférences, puis j'aime ça m'instruire, donc j'ai tout le temps out there, dans des 5 à 7, dans des conférences, puis t'étais l'un des meilleurs. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est quoi ta meilleure habit, c'est quoi ta meilleure habitude que tu as pris qui a changé ta vie? Mais je pense que c'est le fait d'être tenace. Là. Vraiment, moi, je suis une personne qui est très, très tenace. Quand je me mets quelque chose en tête, c'est difficile de me le sortir de la tête. Lorsque j'ai une idée, que je m'assois, que je l'imagine, parce que moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Donc, exemple, je vais être dans ma voiture, dans le trafic, je vais être avant de dormir ou peu importe, puis je vais imaginer cette affaire-là, je vais l'imaginer dans tous les plus petits détails. Et le fait de l'imaginer de cette façon-là, ça fait en sorte que quand je me mets en marche pour aller le chercher, je finis toujours par obtenir ce que je veux, parce que je le visualise d'avance. Donc, le fait de visualiser, le fait d'être tenace, je pense que c'est les meilleurs habits que j'adore ça. Moi aussi, je visualise beaucoup. Et je trouve que visualisation, c'est un peu comme planifier. Exactement. La dernière question, Mac. Est-ce que tu lis des livres? Of course, man. C'est quoi ton meilleur livre que tu devais nous conseiller? Il y a un livre là, que je suis en train de lire en ce moment que j'aime beaucoup, c'est Relentless par Tim Grover. C'est un peu la mentalité des gars comme Kobe Bryant, Michael Jordan, Dwayne Wade. C'est vraiment une mentalité que tu veux aller chercher beaucoup plus dans la vie, you know? Mais sinon, si on parle des livres passés que j'ai lus, il y a Père riche, Père pauvre, que c'est un classique. Je conseille à tout le monde de lire ce livre-là. Mais c'est pas mal ça. Mac, merci beaucoup, man. My pleasure.
C'était vraiment bon, l'entrevue. Je pense que les gens qui vont écouter ça, ils vont vraiment adorer. Surtout quelqu'un qui aime le flip, il va beaucoup apprendre de notre entrevue. Pour les gens qui veulent savoir plus sur lui, suivez-le sur Le Mac Immobilier sur YouTube, sur Instagram, Facebook également. Merci beaucoup, man. Alright, puis guys, encore une fois, likez et partagez avec vos amis fans d'immobilier. Puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Seri Jan. Alright?